À la une de ce journal, donc en quelques minutes, le centre de Tours transformé en véritable champ de bataille un peu avant 10h ce matin. Un homme a donc tiré au hasard et le bilan est très lourd. Les forces de l'ordre auront traqué le forcené pendant plus d'1 heure. Réfugié dans ce parking souterrain, Jean-Pierre Roux du Rafour n'a pas eu le temps de riposter. Blessé au thorax, il est évacué vers l'hôpital Trousseau sous bonne escorte. 1 heure d'une folle épopée. Cagoulé, muni d'une carabine 22 longs rifles, sans raison apparente, le forcené ouvre le feu sur les passants. On est 1 mois et demi après les attentats du 11 septembre. Au tout début de l'affaire, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Est-ce que c'était un attentat? C'est Jean-Pierre Roux du Rafour, un employé de la SNCF, qui décide de prendre une arme, une carabine 22 longs rifles, et il débarque sur les boulevards, en plein cœur de Tours. Le jour des faits, on est un lundi matin, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde en ville que d'habitude. C'est un jour d'automne, il y a des gens qui se promènent, mais les magasins sont fermés. La scène de cette tuerie se trouve entre mon cabinet et le palais de justice. Et c'est vrai qu'en fin de matinée, nous avons eu les premières informations indiquant qu'il y avait une tuerie entre le boulevard Béranger et le boulevard Horteloup. Et il arrive sur le boulevard et il se gare à peu près au niveau de la Poste, un petit peu avant la rue Marceau. Et puis là, il prend sa carabine et il part. Il doit avoir un sac à dos, il doit avoir un nunchaku dans le sac à dos. Jean-Pierre Roux du Rafour a ciblé des gens qui passaient au hasard. Et c'est là où c'est effrayant. C'était justement le cas de Henri Gasque, un instituteur, qui est passé, j'allais dire, au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui a été la première victime. Avec ses activités syndicales, il avait été appelé par un ami pour aller aider à ranger une salle pour un congrès au tribunal. Il est descendu sur le boulevard, il longeait le boulevard, il allait au tribunal, tout simplement. Et puis l'autre, il était sur le boulevard Béranger, bien installé sur le toit de sa voiture, et tchlac. En touchant le sol, il était déjà mort. C'est ce qu'ils ont dit. Alors que d'autres victimes ont eu, j'ai envie de dire, moins de chance encore, puisqu'ils ont vu arriver l'assassin. Certains se sont fait même poursuivre. Les deux, la rue Marceau, en face du commissariat, il était derrière. Hein, oui, parce que la dame, Amboise, elle l'a dit, hein, elle l'a vu. Elle a vu son mari mourir sous ses yeux, en plus. Je vois quelqu'un à 50 mètres descendre de sa voiture, masqué, avec gagoule, avec carabine. Mais, de quelque sorte, j'ai pris les choses à légère, parce que c'est une ville tranquille. Il n'y a rien qui menace la ville. Dès que le premier balle est sorti, et je vois Monsieur Gasque est tombé devant moi, le premier cadavre, c'est lui. Je fais demi-tour, je vois 4 personnes devant moi, j'ai blaqué. Tout le monde au sol. Malheureusement, les gens, ils me prennent pour un malade. Le premier s'est levé, une balle dans la tête, il tombe. Il est décédé à l'angle de la rue Marceau, à côté de la Poste, avec Monsieur Lambert. Monsieur Lambert a été sa première victime et mon père a été la deuxième. Il a pris 3 balles. La troisième, je dis, c'est pas possible. Je me suis levé et je vois Jean-Pierre Roux du Rafour était en face de moi, face à face. Et j'ai en train de cibler la femme qui est à côté de moi. J'ai mis la dame derrière de moi et j'ai pris la balle à sa place. Il faut avoir aussi une chose à l'esprit, c'est qu'une carabine 22 longs rifles, c'est pas un fusil de chasse. Ça fait pas une détonation fantastique. C'est des claquements qu'on pourrait avoir par d'autres choses, des pétards ou autres. C'est pas très spectaculaire. Sam Nasal arrive devant le palais de justice, il y a un gendarme qui est là, qui va faire des démarches. Il va avoir ce gendarme et il lui dit « Regardez, cet homme qui est là-bas est en train de tuer des gens ». Il a un doute parce que, comment voulez-vous être certain que la personne qu'on vous désigne est un tueur ? Sam Nasal, qui a aussi vécu au Liban, sait manier les armes et dit à ce gendarme « Mais donnez-moi votre arme, moi je vais intervenir ».
Donc c'est une scène un peu surréaliste. Il y a à un moment donné un gendarme qui aurait pu arrêter Roux du Rafour, mais du fait de l'imprécision de la situation, il n'a pas pu intervenir. C'est pas un champion de tir, et puis il y a des gens place du Palais, et il hésite. Il va pas dégainer pour tirer. On peut le comprendre. Hein. Je sais que certains l'ont blâmé, mais on peut le comprendre. Et puis du coup, Roux du Rafour continue son épopée, direction la place de la Gare, et 10 mètres plus loin, il tue le dernier, le jeune garçon, là, Enguerrand. Il le croise aussi, et là, il tire. Alors, avant de se réfugier dans le parking souterrain de la place de la Gare, il y a les policiers qui arrivent. Nous avons été avertis qu'un individu tirait des coups de feu place Jean Jaurès. Je suis parti avec 2 autres collègues officiers sur les lieux avec le véhicule de service. Nous avons donc emprunté, à la sortie du commissariat, la rue des Minimes, puisque nous indiquait que la direction de fuite de l'individu était vers la gare. À ce moment-là, on n'avait pas encore écho qu'il y avait des blessés, voire même des morts. Nous sommes arrivés sur le boulevard face à M. Roux du Rafour, qui s'apprêtait à aller traverser la rue. Celui-ci, au moment où il traverse, voit notre véhicule. Il tire instinctivement à mi-hauteur, puis il fait feu 2 fois sur le véhicule, nous obligeant à tourner. Les 2 vitres latérales ont été explosées par les 2 balles, dont une a touché mon collègue qui était passager avant. J'ai arrêté le véhicule à une dizaine de mètres. On a aussi fait partir les gens qui étaient à l'arrêt de bus à côté de nous. J'ai pointé mon arme vers M. Roux du Rafour. Je suis trop loin pour faire feu. À l'époque, nous avions des revolvers. Inimaginable de pouvoir tirer à une distance de plus de 20 mètres. De par notre action, il n'a pas continué vers la gare et il a dû se réfugier dans le parking. Il est caché derrière une voiture, les policiers de la BRI sont là. Et qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre Roux du Rafour? Il leur demande un avion pour Kaboul. Quand on a un otage entre les mains, je veux bien qu'on ait des exigences. Quand on n'a rien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exigence? Nous avons fait appel à du renfort. Et moi, je suis descendu pour voir si je pouvais prendre un revers sur Roux du Rafour. Il faisait sombre, je ne voyais rien. Il y a un véhicule qui est arrivé, puisqu'on n'avait pas eu le temps de bloquer tous les accès. Ce véhicule a fait bouger M. Roux du Rafour. Là, j'ai vu en fait sa silhouette. Je l'ai braqué de loin en lui demandant de se rendre. Il s'est réfugié, surtout derrière une voiture que j'ai pas pu voir. Puis il a fait feu en ma direction et il m'a touché au niveau du poignet. En fait, la balle est rentrée de ce côté-là. J'ai été évacué après par le colonel des pompiers qui est arrivé en premier. Mes collègues sont descendus ensuite à plusieurs pour essayer de le neutraliser. C'est les moniteurs de tir qui sont descendus avec d'autres effectifs. Et l'interpellation s'est passée par le biais de mes collègues qui ont fait feu lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec lui et qui les a braqués. Ils ont tiré avec un fusil à pompe. Il a été blessé et suite à ça, il a décidé de se rendre. Alors, évidemment, il n'aura pas d'avion, il aura une balle qui va le neutraliser. Mais le fait de cette phrase « je veux un avion pour Kaboul » démontre qu'il est complètement en dehors de tout raisonnement logique. L'interpellation résulte d'une intervention rapide des policiers du commissariat de Tours. Mais le palais de justice, le Vinci, le commissariat de Tours, tout ça se situe dans un mouchoir de poche, en fait. Je vois arriver son nom à un moment donné sur un écran. Je me dis, ça va être pour moi. L'avocat pénaliste, il est terrible parce que ça l'intéresse. Des affaires qui sortent de l'ordinaire, qui sont aussi extraordinaires que celle-là, ça l'intéresse. Donc, je me dis, effectivement, je risque d'être sollicité. Et puis, ça va se produire. Je reçois un fax, je crois, de la police judiciaire vers 6 ou 7 heures du soir, en me disant, vous êtes demandé en garde à vue. Il est à l'hôpital Trousseau, c'est vous qui le choisissez. Donc, je file à Trousseau. Et là, je me débrouille pour entrer par la petite porte arrière parce que tous les médias sont là.
Il y a les caméras de télévision, les radios, tout le monde est là autour de l'hôpital sur des charbons ardents et je passe par l'arrière pour grimper dans les étages. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors, je vais avoir une réponse assez rapidement, parce que quand j'arrive dans les étages, je rentre dans la chambre, qui est surveillée, qui est gardée bien évidemment, donc le policier me fait rentrer dans la chambre. Jean-Pierre Roux du Rafour est menotté sur son lit. Il vient d'être opéré, c'est pas quelque chose de gravissime, puisque la brigade rapide d'intervention lui a tiré dessus pour le neutraliser, donc il y a une blessure assez importante à la main, une blessure relativement superficielle à la poitrine, mais il est sous morphine et il a été opéré, recousu, etc. Et là, les policiers qui sont en train de l'interroger me cèdent la place. Et Jean-Pierre Roux du Rafour, dès qu'il me voit, à ce mot, ça devait arriver. Moi, je lui dis, à partir de maintenant, vous vous taisez. Vous êtes sous morphine, vous avez été opéré, vous faites pas je ne veux pas d'un client qui fait des déclarations sous morphine. Moi, je suis taraudé par une question qui va s'avérer la question, et peut-être sans doute la seule question de ce dossier, c'est le problème psychiatrique. Quand on voit quelqu'un qui déambule sur le boulevard avec une carabine à la main, qui vise, qui tire, qui voit la personne visée tomber sur le trottoir, qui pousse des cris de joie en projetant son fusil au-dessus de sa tête et en partant en trottinant, vous dites qu'il y a quand même un peu un problème. Oui, et puis on se pose la question de pourquoi il a fait ça, quoi. C'est aussi ça, votre voisin, le monsieur tout le monde, qui a un emploi, une famille, tout d'un coup, capable de prendre un fusil et d'aller tirer dans la foule comme ça, c'est quand même ça interroge tout le monde, quoi. Le tueur de masse, c'est quelqu'un qui n'a aucune espèce de raison de tirer sur les gens sur lesquels il tire. Aucune. C'est des victimes totalement anonymes. On entendait les sirènes hurler de partout, on voyait des ambulances passer. Moi, j'ai croisé la route, malheureusement, d'une des victimes. Et je suis arrivée à mon domicile à peu près 1 heure après l'arrestation de monsieur Durafour. Donc j'ai tout de suite mis les infos à la télé. Et là, ça tournait sur toutes les chaînes qu'il y avait eu une tuerie. Vers 4h, 4h30, il me dit « Mais maman, c'est bizarre, papa, il est pas revenu. » Il dit à sa sœur « Tu viens avec moi, on va descendre en ville, on va aller voir papa. » Ils ont été arrêtés en cours de route par des policiers qui leur ont demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient. Hop, demi-tour, aller au commissariat. Et puis au commissariat, alors là, sans ménagement, on les fait asseoir et puis on leur montre la montre et la chaîne de mon mari. « C'est à votre père, ça ?» Ma fille, elle en a perdu la parole. Il vient, il dit « Oui, comment ça se fait que vous avez ça? Il quitte jamais. » Eh bien, il est mort. J'ai reconnu un de ses vêtements à la télé. Le corps était caché par un drap et les chaussures de mon père dépassaient. Et je me souviendrai, ça, c'est une image qui m'a vraiment marquée parce qu'il mettait des fers à ses chaussures sur la pointe et sur le talon. Et j'ai reconnu en fait la façon qu'il avait de soigner ses chaussures. Donc de là, j'étais un petit peu prise de panique. On a appelé le commissariat, j'ai décliné mon identité et par une phrase très très sèche, on m'a annoncé « Monsieur Tlili Chérif est mort. Veuillez vous rendre au funérarium pour reconnaître son corps. » Donc là, c'était difficile. Voilà. À l'hôpital de Trousson, il y a un lieutenant qui s'appelle Frédéric. Je dis à Fred, écoutez bien, je vais chercher Roux du Rafour. Parce qu'on sait, c'est vous qu'il est au 9e ou 11e étage. On le sait. Bon, je pensais plus à mon état de santé et à l'émotion que ça a créé dans mon environnement familial. Donc je pensais plus à ça qu'à M. Roux du Rafour. J'ai reçu le lendemain la médaille d'argent d'acte de courage et de dévouement par le préfet. Avoir le soutien et la reconnaissance de sa hiérarchie, c'est toujours quelque chose de réconfortant. Ils m'ont fait grande fête à la préfecture. Et puis, ils m'ont donné cette médaille de courage comme un capitaine. Là, nous avions reçu, quelques jours après ces événements, un courrier de notre maire, M. Jean Germain,
qui nous faisait suivre lui-même un courrier de Monsieur Chirac, qui nous présentait bien évidemment ses condoléances et nous apportait tout son soutien. Et ça, ce sont des choses importantes. C'était quelqu'un qui était, oui, calme, agréable à vivre, et puis quelqu'un de normal, quoi, qui s'investissait au niveau de son boulot. Il voulait surtout pas être au syndicat et à l'inspection à temps complet parce qu'il voulait rester en contact avec les enfants. Puis quelqu'un de près de la nature. C'était notre truc, ça, de vivre en famille. J'ai plus de vie de famille. Marie, c'est sacré, hein. Mon papa est arrivé en France en 62. Il venait d'une petite région pas très loin d'Annaba. Il a travaillé en France comme manœuvre dans le bâtiment, puis petit à petit il s'est formé comme tailleur de pierre. Et puis il était très fier de ses filles. Et voilà, c'était quelqu'un de très simple. Voilà, il avait ses amis, sa famille. Voilà, c'était des dimanches à manger le couscous ensemble ou aller faire des pique-niques ou ce genre de choses. Mais c'était vraiment sans prétention. Au tout début, on n'avait aucune information sur Jean-Pierre Roux du Rafour. C'était un homme ordinaire, hein, Jean-Pierre Roux du Rafour. Un Tourangeau comme un autre, à vrai dire. Quand je vais avancer dans le dossier, quand nous allons découvrir dans l'instruction que depuis plusieurs années, il se sent mal, alors on a eu confirmation de ça, qu'il se sentait suivi et espionné, puisqu'il avait engagé un détective privé. Il racontait à tout le monde, avant les faits, qu'il était suivi par des mouches. C'était, dans son esprit, une liste de personnes, de gens qu'il espionnait, qu'il suivait dans la rue. Il disait un jour qu'il tuerait des mouches. Et lui, les mouches, c'est énorme, c'est beaucoup de monde, c'est un regard. Un regard qui lui plaisait pas, qu'il avait l'impression que c'était une mouche. C'est pour ça que ce jour-là, ce lundi, c'était un regard. Là, il a vraiment vu que c'était des gens pour lui, dans sa tête, qui étaient des espions. Et je suis sûre qu'il les a abattus à cause pour ce regard. Je crois qu'au début, tout le monde s'est dit c'est un attentat. On s'est rendu compte avec stupeur que c'était un monsieur tout à fait... c'était le voisin de palier, quoi. C'est incroyable, une histoire pareille. Parce que ce monsieur, jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas son existence. Hein. Alors lui, il aimait bien les armes, quand même. C'était quelqu'un qui aimait les armes, qui aimait... il allait dans un stand de tir. Mais bon, là aussi, toutes les personnes qui tirent dans un stand de tir sont pas des psychopathes en puissance. Il avait cette formule assez parlante, « Je sens mes freins s'user ». Il entend des voix dans sa locomotive, il s'est acheté un petit magnétophone pour les enregistrer, ces voix. Le problème, c'est que quand il enregistre et qu'il fait entendre à sa mère le soir, elle n'entend rien, puisque les voix, elles sont dans sa tête, bien évidemment. Il va voir un médecin psychiatre en lui disant « Je vais mal ». C'est rare qu'un malade fasse une démarche auprès d'un psychiatre, parce que c'est déjà reconnaître un problème mental. C'est quand même un peu dommage qu'on ne l'ait pas pris au sérieux. Alors Jean-Pierre Roux du Rafour, je pense que ce passage à l'acte, c'est des années de rumination. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à trouver sa place dans la société. Il a peut-être estimé qu'il n'était pas apprécié à sa juste valeur dans son travail, dans son couple. Et je pense que ce massacre a germé tout doucement dans sa tête en disant « mais à un moment donné, je vais exister ». La personnalité de Jean-Pierre Roux du Rafour est pathologique. Mais il faut d'emblée préciser qu'un trouble de personnalité n'est pas une maladie mentale. À de rares exceptions près, aucun trouble de personnalité ne va être déresponsabilisant par rapport à la commission d'un crime. Et dans ce qui va revenir beaucoup dans le discours de Jean-Pierre Roux du Rafour, il y a cette conviction d'être victime de harcèlement au travail depuis 1993, donc 8 ans avant les faits. Tantôt, il va évoquer la souffrance du peuple afghan qui subit les bombardements américains, les attentats du World Trade Center. Donc il donne énormément d'explications délirantes, mais incompatibles les unes avec les autres, et surtout changeantes, même au cours d'un même entretien. Le fait de commettre ces actes-là
C'était certainement pour essayer justement de commettre un acte terroriste de façon à faire peur à l'ensemble d'une population française qui était déjà éprouvée par les conséquences du 11 septembre. Ils ont trouvé ça dans son ordinateur, tout a été écrit. Et documenté, exactement. Même si tu le fais scanner, on le fait scanner, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Et puis un beau jour, je vois à mon cabinet arriver sa mère qui me dit « Je viens de la prison, j'ai une lettre pour vous de la part de Jean-Pierre ». Et je regarde cette lettre, c'est une lettre qui est adressée aux victimes et qui est catastrophique dans son contenu. Jean-Pierre Roux du Raffour, à ce moment-là, il est incarcéré. Et du fond de sa prison, il écrit cette lettre. C'est sur un coup de tête, parce que son avocat n'est pas prévenu, ni rien. Alors là, je prends mon téléphone et j'appelle la Nouvelle République. Et je leur dis, vous êtes en possession d'une lettre? Oui. Je dis, honnêtement, il ne faut pas la diffuser. Déchirez-la. Bon, elle est en première page le lendemain matin. Et ça a fait un effet, comme je l'escomptais, catastrophique sur les victimes. Le rôle du journal, c'était quand même de donner cette parole à Jean-Pierre Roux du Raffour, puisqu'il avait voulu la prendre, et nous adresser à nous une lettre à destination des victimes. Pour essayer d'expliquer ce massacre, vous avez un accusé qui vous dit « Ah oui, le matin, je me suis levé, j'avais des maux de tête et il serait passé à l'acte ». C'est hors sol, c'est lunaire. C'est-à-dire que quand on regarde bien la chronologie des faits, ça s'est pas décidé le matin même. C'est-à-dire que son passage à l'acte, il n'a pas mûri ce jour-là. On sait très bien que son passage à l'acte, c'est le fruit de plusieurs années de préparation. 4 ans plus tard, il y a eu une reconstitution. On est confronté quand même à la personne qui a tué non seulement votre père, mais aussi d'autres personnes, et puis qui en a blessé pas mal. C'était la première fois que les parties civiles allaient croiser le regard de cet homme. Il était équipé d'un gilet pare-balles. Souvent, une reconstitution, c'est important, c'est vrai, de remettre les gens en situation. Là, franchement, si c'est pour essayer de savoir la distance exacte qu'il y avait entre le tireur et la victime, si, il avait un intérêt pour Jean-Pierre Roux du Raffour, qui avait quand même ce petit côté mégalo. Je le revois encore, défiler place du Palais, sa carabine vide évidemment à la main, sans protection, il y avait une fierté absolue. C'est le héros du jour, bien sûr. Alors d'abord, il n'a pas voulu jouer son rôle, donc ils l'ont mis dans une voiture. Après, ils l'ont obligé à sortir. Et là, ça a été l'horreur, parce qu'on a l'impression que ça lui faisait plaisir de nous voir pleurer, quoi. On pouvait voir sur les toits les hélicoptères qui tournent, les snipers qui surveillent que personne intervient sur la personne de Monsieur Roux du Raffour par esprit de vengeance. J'avais la pitié. Je n'ai pas la haine. Attention, ça pour moi personnel. Mais je ne peux pas être à la place de la famille qu'ils ont perdu leurs proches, Je ne peux pas. Elles ont le droit de voir la haine pour lui, comme j'ai le droit de voir la pitié. Il y a des victimes qui, lors de cette reconstitution, avaient à juste titre un rejet total pour cet individu qu'ils considéraient comme étant un monstre. Donc vous êtes à la fois complètement en répulsion, mais il y a quand même ce besoin de savoir qui fait que vous cherchez son regard. C'est obligé, ça réveille des sentiments de haine et de colère, et moi c'est quelque chose que j'ai pas supporté, et du coup j'ai quitté la journée de reconstitution à ce moment-là. Il y avait un risque qui courait, c'était qu'il soit reconnu pénalement irresponsable, fou, pour faire simple. C'était la ligne de conduite de son avocat, parce que c'est la meilleure conduite à tenir pour des assassins. L'enjeu, c'est la responsabilité pénale. Dans une démocratie judiciaire, on ne juge pas les fous. Il y a déjà un premier collège d'experts qui l'a expertisé. Nous sommes les deuxièmes. Le sujet allègue tantôt une amnésie, tantôt des choses précises, des explications de différentes natures. Vraiment, nous étions dans une grande perplexité pour poser un diagnostic fiable à partir de ce qui nous était dit. Donc nous étions, disons, 2 collèges sur 3
a considéré qu'il y avait simulation de maladie mentale. Un collège sur 3 a posé un diagnostic de maladie mentale, mais sans analyser réellement les incohérences dans les déclarations du sujet. À la suite de ce deuxième rapport qui conclut à une totale responsabilité, là, je vais me bagarrer pour obtenir une troisième expertise. Ça, c'est beaucoup moins fréquent. De ces 7 médecins psychiatres qui se sont prononcés sur le cas de Jean-Pierre Roux du Rafour, aucun n'arrive à la même conclusion. On arrivera dans un premier temps à l'entière responsabilité, à l'entière irresponsabilité, et puis à des atténuations. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez tirer de ça ? C'est l'intérêt, pour moi, que je vois de ce dossier, c'est qu'il a permis vraiment, pour une fois, de mettre en lumière la totale incapacité de la psychiatrie dans le monde judiciaire. À Tours s'ouvre aujourd'hui le procès de ce que beaucoup ont cru être un coup de folie. Le 29 octobre 2001, Jean-Pierre Roux du Rafour semait la terreur pendant environ 1 heure dans les rues de la ville. Il tuait 4 passants. On est fin 2001, 2002, 2003, 2004. Il y a eu 2 ans et demi, 3 ans d'instruction. Après, il y a un temps mort pour le temps de l'audiencement. Ça a duré donc une dizaine de jours, je crois, le procès. Je me souviens que le jour de l'ouverture du procès, le maire de Tours de l'époque, qui s'appelait Jean Germain, était présent. Et c'était un symbole assez fort pour marquer à quel point la ville de Tours elle-même avait été traumatisée par ces faits. Il y avait les victimes, proprement dites, puis il y avait tous les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais moi, je suis passé là 10 minutes avant. J'aurais pu le croiser. » Vous voyez, il y a une espèce de peur rétrospective, donc c'était quelque chose de collectif. C'était effectivement la ville qui se manifestait contre ce tueur de masse. Lui était extrêmement protégé. Bah oui. Il était prélevé de la maison d'arrêt pour être emmené au tribunal sous une escorte qui était importante, amené par une porte de service pour ne pas subir d'interrogatoire de journalistes ou même d'interpellation de la foule. Nous, on était contraints de passer par l'entrée principale avec donc des camions de télévision, de radio qui étaient devant, qui nous attendaient, qui nous interrogeaient en permanence. Donc on avait le côté un petit peu oppressant. Il y a une attachée de presse d'ailleurs de la préfecture qui avait été détachée spécialement aussi pour la durée du procès, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes à accueillir et aussi beaucoup de public. Mais après, la salle, elle était limitée et on ne pouvait pas accueillir plus, mais parfois il y avait la queue devant le palais de justice pour entrer. Les gens suivaient le procès, je pense, avec beaucoup d'intérêt. Il y avait de grands écrans pour suivre les débats de la salle d'à côté. Ça attire beaucoup de monde, et là, je ne le dis pas d'une façon péjorative, parce que il n'y a pas seulement le fait de voir quelle tête il a, à quoi ressemble le monstre. Il y a un usage, de manière à ce que les médias aient des images tout de même. C'est que l'entrée dans le box, avant que le procès ne commence vraiment, on puisse le filmer. À la condition que l'intéressé soit d'accord. Bien sûr qu'il était d'accord. Bien sûr. Il y avait... Et ça a duré... pas 1 minute et demie, 2 minutes, enfin beaucoup trop longtemps, si vous voulez, où il y avait 25 personnes devant nous, les caméras qui crépitaient, les flashs et les machins. Et là, je crois qu'il était aux anges, si vous voulez. Un homme normalement constitué aurait dû être très mal à l'aise. Et lui, il est rentré dans le box et il a pris une posture. Je me suis dit, ben voilà, il est arrivé à ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire à être célèbre. C'est le personnage, c'est le héros. J'aime pas le mot parce que ça s'applique pas, mais dans son esprit, c'est peut-être un petit peu ça. C'est la grande personnalité du procès. C'est mon procès. Vous savez, ça s'est un petit peu senti effectivement aussi au procès. C'est celui vers lequel tous les regards convergent. Bien, l'audience de la cour d'assises est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Dès le début du procès, il a dit tout de suite qu'il ne se souvenait de rien. C'était l'avis de certains psychiatres que c'était une amnésie de circonstance, que ça lui permettait de rester en dehors du procès, de ne pas avoir à s'expliquer sur ce qu'il avait fait. Ce qui est difficile à comprendre pour les parties civiles, c'est que c'est assez centré sur l'accusé. Et dans un premier temps, dans les débats, on s'intéresse à la personnalité de l'accusé. Et dans un second temps, on s'intéresse aux faits. On avait vraiment besoin de comprendre... Pourquoi il avait tiré sur telle personne plus qu'une autre. Et bien évidemment, on n'a obtenu absolument aucune réponse. Et Jean-Pierre Roux du Rafour, très honnêtement, n'était pas quelqu'un qu'on guide. C'était quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête. À chaque fois, ses paroles ne témoignaient
d'aucune émotion et d'aucune sincérité véritable, si vous voulez. Il était en marge, il était ailleurs. Il était ailleurs. Le jour des faits, il est dans le virtuel, là, il est encore dans une espèce d'autre monde, je crois. On avait le sentiment qu'il souhaitait que ça s'arrête le plus vite possible. Et ce qui fait que ça a donné l'image d'un accusé totalement détaché de son procès et totalement détaché des victimes. Il n'y a pas d'une seule parole qui sort de sa bouche. Même pas excuse, même pas d'un regret, rien. Il est derrière le box avec son avocat. Psychologiquement, il n'est pas là. Au minimum, le moment où il voit toutes les familles de victimes, quand même, il peut dire pardon, il peut excuser, mais non. Elle n'a rien dit. Elle a resté réfugiée dans son silence. Le regard de M. Durafour était extrêmement difficile à supporter. C'était narquoise, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et même le juge lui a demandé de bien vouloir avoir la dignité, de cesser ses regards. Que c'était extrêmement perturbant pour nous comme pour toute l'Assemblée. Il n'était pas touché, par exemple, par les déclarations des victimes ou des choses comme ça. On ne le sentait pas particulièrement ému ou une forme d'indifférence, quoi, finalement, qui fait peut-être partie de sa personnalité, justement. Les moments les plus forts, ça a été effectivement la journée des victimes, qui était un moment très, très émouvant. Je me souviens le témoignage de Madame Lambert, la veuve d'un grainetier d'Amboise, là, qui avait été tué à l'angle de la rue Marceau et du boulevard. Son témoignage était terrible, parce qu'il avait été tué sous ses yeux. Elle était avec lui au moment où Jean-Pierre Roux Durafour avait tiré sur son mari. Et bon, c'était un témoignage avec beaucoup d'émotion. J'entends souvent dire les victimes ont besoin d'un procès pour se reconstruire. Je sais à quel point un procès peut être, au contraire, destructeur pour une victime, violent, très, très dur, quand il y a surtout plusieurs années qui se sont écoulées, qu'il y a un effort déjà de reconstruction d'oubli, on reprend une explosion en pleine figure, c'est violent. Chaque famille a choisi souvent un avocat qu'il connaissait. C'est un rapport de confiance et c'est un rapport humain dans ces dossiers-là, puisque l'instruction dure plusieurs années, le procès dure plusieurs jours, et l'avocat doit accompagner ces personnes, parfois les porter à bout de bras, oui. Pendant toute cette journée où les victimes se sont succédées à la barre, à chacune, le président posait comme dernière question la question suivante: qu'est-ce que vous avez envie de dire à M. Roux Durafour? Quelle stupidité. Alors évidemment, on a tout entendu, et c'est normal, dans la bouche d'une victime, il faut rétablir la peine de mort, je voudrais qu'il souffre autant que je souffre, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller titiller la souffrance d'une victime? C'est très froid, et en fait, on est obligé, au cours de ce procès, d'entendre non seulement l'argumentation de nos avocats, nous, victimes, qui toutes vont dans le même sens, oui, mais vient après la parole à la défense. Et la défense, pour se défendre, doit attaquer les victimes. Et ça, c'est un combat qui nous paraissait particulièrement inhumain. La défense avait essayé d'argumenter pour une schizophrénie paranoïde et j'avais considéré ce diagnostic comme hautement improbable. J'avais vraiment défendu, soutenu l'hypothèse de la simulation qui était très solidement argumentée dans notre rapport. J'ai la prétention d'arriver à la cour d'assises en étant celui qui le connaît le mieux. Donc c'est vrai que moi, je vais prendre ce rôle-là de manière à ce que sa personnalité soit au maximum cernée, dégagée et connue. Aujourd'hui, on voit effectivement des tueurs de masse, mais avec derrière soit des idéaux politiques, soit des démarches terroristes. Là, c'était un peu le petit tueur de masse de province, on va dire. Il est parti comme ça, tiré dans la foule, sans les connaître, sans rien de tout. Faut être fou quand même. J'y pense sans arrêt. Je peux pas mettre de mots là-dessus, je peux pas. Je dis, parce qu'il était de temps en temps un peu bizarre. Mais pas méchant, c'est pas ça que je dis, mais bizarre. Il est pleinement responsable au niveau pénal. Même s'il y a eu quelques divergences entre les psychologues et les psychiatres,
aucun n'a dit qu'il était atteint d'une maladie psychiatrique de nature à atténuer sa responsabilité, à atténuer son discernement. Le discernement altéré, ça veut dire qu'au moment des faits, vous étiez un peu à l'ouest, vous ne pensiez pas tout à fait normalement, et en fait, bien pire, vous étiez un peu dingue. Normalement, le discernement altéré, ça devrait vouloir dire que vous avez une excuse, que votre peine va être diminuée. Normalement, c'est dans la loi. En fait, ça fait très peur, le discernement altéré. Quand on vous dit quelqu'un a le discernement altéré, on se dit « Oh là !» Mais il ne faut pas qu'il sorte de sitôt. Donc, bizarrement, au lieu d'excuser son comportement, ça aggrave son cas. En tout cas, ça aggrave sa peine. Ça, tout le monde vous le dira. On a l'envie, encore une fois compréhensible de la part de jurés, que cet homme-là ne retrouve pas, en tout cas pas trop vite, sa liberté, parce qu'il présente une dangerosité qui est évidente. Si on le déclare irresponsable, c'est pas forcément un cadeau qu'on lui fait, parce qu'il va être interné dans des unités de malades difficiles, comme on dit. Voyez vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est pas la joie non plus. On est dans le cadre d'un tel trouble au niveau de la personnalité, au niveau des névroses, qu'elle devrait pouvoir, si la loi le permettait, déboucher aussi sur une atténuation ou sur une disparition de la responsabilité. Mais Jean-Pierre Roux du Rafour, qui certes avait un QI de 110, n'avait tout de même pas la capacité d'enfumer les experts psychiatres qui sont intervenus dans ce dossier. Moi, j'ai encore comme souvenir très marquant la fin de ce procès. En fait, on nous congédie de la salle en disant qu'il va y avoir la délibération. Et à ce moment-là, c'est dur, ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Concrètement, on peut nous dire... Enfin, les avocats nous disaient de façon très réaliste, le problème, c'est que c'est qui tout double. Est-ce que les jurés, les juges, les professionnels de la justice seront d'accord avec l'argumentation des familles de victimes ou avec l'argumentation de la défense? C'est un pari. C'est totalement aléatoire. Le paradoxe, c'est que nous, partie civile, dans un procès de cette ampleur, il faut qu'on explique à nos clients que nous n'avons pas le droit de demander une peine. Donc le moment où on a été appelé en disant « ça y est, la délibération est terminée, il va y avoir le verdict, revenez maintenant », ce moment-là était un moment de grand stress, mais aussi de soulagement quand on a entendu « il est coupable, il va être emprisonné, 22 ans de sûreté ». À l'énoncé du verdict, les familles des victimes tombent dans les bras les unes des autres. Au fond de nous, on savait vraiment ce que les jurés auraient pu penser et c'est une délivrance et il est puni sévèrement et il le méritait bien. Sur les ruines, il faut savoir se reconstruire. Et là, je pense que le procès, ça a été les fondations. Donc maintenant, tout ce que j'espère, c'est me reconstruire. Je pense qu'il était normal qu'il soit condamné à cette peine avec 22 ans de sûreté. C'est la peine qui était la peine maximale encourue. Compte tenu de la gravité des faits, je ne vois pas comment le verdict aurait pu être différent. C'est un verdict de peur. Si les Roux du Rafour fait peur après coup, en se disant « mais ce jour-là, vu son état mental, il aurait eu une mitraillette et 300 personnes devant, qu'est-ce qui se passait ?» La moindre des choses, c'était de le mettre à l'écart de la société de façon définitive, de l'emprisonner pour ne plus qu'il puisse commettre de crimes. J'ai trouvé, oui, la décision normale. Mais à l'époque, je pensais que la perpétuité, ça existait. On ne nous l'avait pas expliqué, ça. Que ça n'existait pas. Il fallait qu'il soit transféré dans un centre de détention ou dans une centrale. Bon, il est à Saint-Maur. On y enferme dans les centrales les gens qui sont considérés comme plus dangereux, qui nécessitent un lieu plus sécuritaire. Quand on arrive, la première chose, c'est de s'assurer que son pactage est bien arrivé et que toutes vos affaires sont bien été transmises de la maison d'arrêt. Le danger des très longues peines, c'est la désocialisation totale que ça induit, que vous êtes tout le temps tout seul. À force, la prison devient la maison. C'est très infantilisant, la prison, parce que vous faites ce qu'on vous dit. On ne sait plus ouvrir une porte, on ne sait plus faire tourner une clé, on ne sait plus prendre le bus, bon ok, mais surtout, on ne sait plus trop se faire des amis, on ne sait pas vivre en société. Je n'arrive pas encore à me réaliser. Pour moi, c'est comme si j'étais en plein rêve, surtout avec Dans cette lettre, écrite en prison, Jean-Pierre Roux du Rafour évoque un cauchemar, puis un réveil, comme s'il n'avait pas eu conscience de l'événement.
peu de temps après les événements, il y a une association de familles de victimes qui a été créée. Il y a une stèle qui a été installée sur le boulevard Béranger en hommage aux victimes. Donc on se retrouvait au moins une fois par an là. Cette histoire de fusillade de Tours était devant mon cabinet 15 boulevard Béranger. Chaque jour je passe, chaque fois je vois les cadavres. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait, de déménager. C'est une histoire qui vous colle vraiment à la peau et il faut attendre quelques années pour que les choses commencent un petit peu à se diluer. Et quand ça n'arrive pas, on finit par demander de l'aide. Je sais pas ce que ça veut dire avancer. Moi, je vivote. Je fais le minimum, j'entretiens, voilà. Si, quand je fais des trucs, quand j'entretiens la maison, je fais des gros travaux, je dis « Ah tiens, ça serait chouette à deux, voilà ». C'est même pas une double peine, c'est même pas une triple peine, c'est une condamnation à perpétuité. Il y a tout, il y a la maison qui rappelle les anniversaires, les Noëls. Vous n'êtes peut-être pas mort ce jour-là, mais il y a une partie de vous qui meurt avec la personne. Et c'est important que la justice travaille aussi à la reconnaissance des familles parce qu'on est victime. Elles sont reconnues juridiquement, elles peuvent intervenir au procès, se constituer partie civile, être entendues en tant que victimes, et bien entendu, elles peuvent prétendre aussi à une indemnisation financière. Il nous paraissait normal de ne pas avoir à nous battre pour ce qu'on appelle le préjudice économique. Donc le fait de passer de 2 salaires à un seul sur mes parents, j'ai envie de continuer à dire ce qui s'est passé, j'ai envie de continuer à avertir sur les travers de la justice, par exemple, le fait qu'on n'était pas accompagné. Mais j'ai plus envie de dire que je suis victime aujourd'hui, non, c'est fini. Pour moi, c'est derrière moi. Aujourd'hui, je construis ma vie. Aujourd'hui, j'ai un fils, j'ai un travail, j'ai des amis. Je construis tout ça avec eux. Il y a le préjudice des victimes dans tous les dossiers, qui est à prendre en compte, qui est important, il ne faut jamais le mésestimer. Mais il y a tous ces préjudices collatéraux de la famille de l'accusé, des parents, d'un époux, d'enfants qui sont marqués à vie, enfin, aussi. Là, ça fait 23 ans, donc je pense qu'il y a des victimes qui ont réussi à se reconstruire. En revanche, il y a des victimes qui ne s'en remettent jamais, c'est-à-dire que c'est 24 sur 24, ça devient une obsession et chaque nouvelle de cette affaire génère un traumatisme colossal. En ce qui concerne Jean-Pierre Roux du Rafour, je ne sais même pas s'il y a une thérapie envisageable. C'est ça qu'il faudrait quand même déterminer. On ne s'est pas mis d'accord sur un diagnostic. Est-ce qu'il a été capable, dans ce monde carcéral, de s'introspecter un peu, de réfléchir, de progresser éventuellement? Est-ce qu'il a reçu une aide? J'en sais rien. Certes, M. Roux du Rafour a commis un acte fou, mais si nous ne nous sommes pas trompés, il n'est pas fou. Autrement dit, le soin dont il va bénéficier en détention dépend de sa demande à lui. Il y a un dossier très complet qui est paru à la fois dans le journal et aussi sur notre site internet. Et Jean-Pierre Roux du Rafour, apparemment, en a pris connaissance. Et il a donc décidé d'écrire à nos collègues qui avaient fait ce dossier. Et il a voulu donner des nouvelles, expliquer ce qu'il faisait en prison, etc. Est-ce que Jean-Pierre Roux du Rafour cherche à montrer qu'il s'est réinséré, que peut-être, voilà, est-ce qu'il prépare l'idée qu'il pourrait ressortir de prison? Parce qu'il parle beaucoup des activités qu'il mène en prison dans ce courrier. Pour certaines victimes, dans ce dossier-là, le fait d'imaginer qu'il puisse ressortir n'est même pas envisageable. Donc quand je dis que ça ne se termine jamais, et je serais tenté de dire en ce moment, ça s'amplifie. Ça s'amplifie parce que Jean-Pierre Roux du Rafour a fait une demande de mise en liberté. Mon sentiment, c'est qu'il aurait pu attendre encore quelques années avant de le faire. Bon, après, il a le droit. Mais ça réouvre la plaie. Mais si vous voulez qu'un détenu qui est condamné à perpétuité ne tienne le coup et ne vive en prison que par l'idée de la liberté, ça ne m'étonne pas et ça ne me choque pas. Sa peine, le monde carcéral est une punition terrible.
J'ai reçu une lettre, effectivement, en indiquant que M. Roux du Rafour souhaitait faire une demande de libération conditionnelle. Bon, j'ai sollicité d'ailleurs dans le courrier qu'il y ait une interdiction du territoire d'Indre-et-Loire pour que, à minima, M. Roux du Rafour ne revienne pas. Pour nous, ça nous paraît inadmissible. Donc si un jour un magistrat signe la sortie de cet assassin, on ne veut pas que ce magistrat-là soit libre de penser qu'il est innocent si jamais l'assassin récidive. J'ose espérer que les juges qui seront en charge de ce dossier s'appuieront d'abord sur les faits en eux-mêmes, mais aussi sur les rapports d'expertise psychiatrique qui ont existé au moment du procès de cour d'assises. Comment ce monsieur va sortir? Dans quel état d'esprit est-il? Quels sont les soins qu'il a reçus? Qu'il a acceptés ou refusés, d'ailleurs? Il faudrait que ça soit mieux encadré, qu'il faudrait préparer la sortie de ces gens-là. Pour nous, pour lui aussi. C'est complètement bidon de dire que les gens, après la période de sûreté, vont sortir. Les gens qui ont pris des périodes de sûreté, s'ils sortent, ils sortent bien après la fin de cette période de sûreté. Et il va falloir qu'ils passent aussi par le Centre national d'évaluation, le CNE, où ils seront évalués en vue d'une possible, peut-être, un jour, libération conditionnelle. Le Centre national d'évaluation, il y en a 4 en France, ça sert à examiner les détenus longue peine pour savoir s'ils sont aptes à sortir ou pas. Et donc il faut examiner le détenu sous toutes ses coutures, lire son courrier, écouter ses conversations, lui faire passer des tests psychologiques, des tests de dangerosité. On regarde d'abord tout l'historique de votre détention. Est-ce qu'il y a eu des incidents? Est-ce que vous avez été violent? S'il y a eu des incidents, si pendant vos 22 ans de détention, vous avez eu des problèmes disciplinaires, vous avez consommé des stupéfiants, vous avez insulté des gardiens de prison, tout ça ressort. Les hommes évoluent en prison. Que 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est pas rien. C'est une période de vie tout à fait considérable, si vous voulez. Donc on peut se préoccuper de l'évolution, et puis que si on a une quasi-certitude que l'individu est apte à reprendre une place dans la société, il est plus intéressant de le libérer avant l'heure. On ne pourra envisager une libération conditionnelle un jour que lorsque des médecins psychiatres seront capables d'écrire noir sur blanc, en engageant leurs responsabilités, que cet homme ne présente plus aucun danger. L'expert qui va dire la dangerosité est très faible. Personne ne va jamais oser dire qu'elle est nulle, mais admettons, aujourd'hui, la dangerosité est très faible. Et qui va être démenti parce qu'il y aura une récidive. Va se couvrir de honte et de ridicule. L'expert qui, au contraire, va ouvrir le parapluie et dire il reste dangereux. Jamais il ne se trompera puisque le sujet ne sera pas autorisé à sortir. Donc il faut avoir quand même, là encore une fois, un certain courage professionnel et des arguments solides. Le problème de la psychiatrie, c'est que c'est pas une science exacte, mais je ne vois pas comment les psychologues et les psychiatres qui vont l'examiner dans une optique de remise en liberté vont pouvoir dire qu'il faut être confiant quant à l'avenir, qu'il va se réinsérer. Bon, voilà. Après, vous dire qu'il sortira jamais, je ne pense pas, mais je pense qu'a priori, il doit passer encore de nombreuses années en détention. Il faut qu'on empêche sa sortie à tout prix, mais un jour il ressortira. Il va recommencer. Il a que 68 ans, hein, il n'est pas vieux. Hein. C'est pour ça que je dis que si jamais il était libéré, nous, on est en première ligne. Hein. On est en première ligne. Il va falloir réfléchir à, quand ce monsieur va sortir, comment nous, on va être accompagnés. Parce que si j'ai pas eu le courage de demander de l'aide il y a 23 ans, au moment de la sortie de ce monsieur, je demanderai de l'aide. Parce que vivre dans un sentiment d'insécurité permanent, je l'ai fait pendant 20 ans, j'ai pas envie que ça recommence.
C'est très compliqué de soigner des personnes comme Jean-Pierre Roux du Rafour, et c'est justement peut-être pour ça que ce serait difficile de le remettre en liberté. Parce qu'au fond, on n'a pas de solution par rapport à des états limites comme le sien, et des actes qui sont aussi imprévisibles que celui qu'il a commis ce jour-là. Rien ne dit qu'il ne pourrait pas recommencer, on n'a pas de certitude, on ne pourrait pas en avoir de toute manière. Tous les détenus vont sortir un jour. Au lieu de faire croire aux gens que la prison est une peine sans fin, il faut redire à nos concitoyens que oui, ils vont sortir. La société, qu'est-elle en droit d'attendre de la peine? Elle doit attendre qu'on rende les gens un peu meilleurs, qu'on leur apprenne à vivre ensemble. Je pense qu'on devrait aussi faire beaucoup plus attention aux détenus si on ne veut pas qu'il y ait d'autres victimes. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut continuer le combat, il faut continuer à communiquer. Quelle que soit l'horreur qu'on a pu vivre, il faut vraiment lutter pour être reconnu en tant que victime et obtenir les aides et les accompagnements qui vous permettent de vous construire après. Disons que cette affaire-là, pour nous, c'était une affaire dans laquelle qui était particulièrement importante pour nous parce que c'est un fait divers très très local, enfin qui a un retentissement national. Moi, je l'ai interprété un peu comme une américanisation de la société française. Et la France, donc, s'est rendue compte qu'elle devenait, par le biais de cette affaire, un peu une société violente où on pouvait assister à des tueurs de masse. Ça a marqué la ville, bien évidemment, d'une manière indélébile. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que les médias nationaux se sont intéressés à ça, c'est qu'on assistait à l'arrivée d'un phénomène nouveau.